Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. L'enquête avance en Australie. Le gouvernement évoque l'idéologie du groupe État islamique des assaillants après l'attentat antisémite de Bondi Beach dimanche. Pendant ce temps, la cagnotte pour l'homme qui a désarmé l'un des terroristes a dépassé le $1 000 000. Nous sommes plus proches aujourd'hui que nous n'avons jamais été d'un accord mettant fin à la guerre avec la Russie. Donald Trump affiche son optimisme après des discussions entre Américains et Ukrainiens à Berlin. Il évoque aussi une conversation avec Vladimir Poutine. À la une aussi de ce mardi, la colère des agriculteurs français toujours mobilisés dans la région de Bordeaux ce matin avec ces images en direct des agriculteurs inquiets face à la crise de la dermatose et la politique sanitaire qu'ils jugent trop radicalement menée par le gouvernement français. Des agriculteurs échaudés aussi et depuis des mois par les négociations autour de l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur, un projet vieux de 25 ans qui entre sans doute ces jours-ci dans sa dernière ligne droite. Il y a un vote important à Strasbourg aujourd'hui au Parlement européen. L'occasion de prendre le temps aujourd'hui d'en Parlons-en, de disséquer cet accord et plus spécialement son volet agricole, d'expliquer pourquoi la France semble seule dans l'opposition au projet et pourquoi les professionnels de la terre et des animaux sont si inquiets. C'est avec Caroline de Camaret et Christophe Dansette pour commencer. On sera rejoint par nos invités dans quelques instants, je l'espère. Bonjour, vous êtes ici chez vous tous les deux. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Caroline de Camaret, bonjour. Bonjour. Chef du service Europe de France 24. Christophe Dansette, rebonjour. Bonjour Pauline. Du service Éco de la rédaction. Ça fait 25 ans qu'on en parle et l'histoire semble s'accélérer cette semaine autour donc de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Alors il y a plusieurs rendez-vous importants d'ici le week-end prochain. D'abord un vote tout à l'heure au Parlement européen à Strasbourg. On y reviendra avec vous dans un instant, Caroline. Jeudi et vendredi, il y a un Conseil européen. Les dirigeants des 27 doivent donner leur réponse finale sur cet accord. Et puis, ce week-end, déplacement de la patronne de la Commission, Ursula von der Leyen, au Brésil, qui voudrait bien signer officiellement cet accord donc, de libre-échange entre l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et l'Union européenne. Voilà donc pour le programme. Mais avant d'aller plus loin et pour que tout le monde comprenne bien ce qui se joue, les explications en images d'Olivier Fessol. C'est quoi cet accord de libre-échange ? C'est un accord de libre-échange négocié depuis plus de 25 ans. D'un côté, le Mercosur, composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. De l'autre, les 27 pays de l'Union européenne. L'idée, supprimer plus de 90% des droits de douane entre les deux zones économiques pour créer un marché de plus de 700 millions de consommateurs. Une perspective qui ravit l'industrie automobile allemande notamment, qui y voit des débouchés prometteurs. Mais du côté du secteur agricole, surtout en France, en Italie ou en Pologne, les inquiétudes sont nombreuses. De l'autre côté de l'Atlantique, éleveurs et cultivateurs ont le droit d'utiliser un bien plus grand nombre de pesticides et d'engrais. Leurs coûts de production sont donc plus bas et leur rendement plus élevé. Les agriculteurs du vieux continent crient à la concurrence déloyale et se mobilisent depuis des années. Des craintes timidement relayées par Emmanuel Macron lors de la visite du président Lula en juin dernier. Mais les pays du Mercosur ne sont pas du tout au même niveau réglementaire. Donc il y a très clairement une différence majeure, qui n'est pas une différence de compétitivité, de spécialité, mais de normes. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Oui, nous voulons plus de commerce, mais on doit respecter nos agriculteurs, respecter aussi la cohérence de nos ambitions. Paris pousse donc pour le report de la conclusion de l'accord et que le texte impose des quotas et le respect des normes européennes aux produits agricoles sud-américains importés. La Pologne et la Hongrie sont sur la même position. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, veut elle accélérer pour boucler les termes définitifs de l'accord avant son déplacement au Brésil ce samedi. Pour que le traité soit rejeté, 4 membres représentant au moins 35% de la population de l'Union doivent s'y opposer.
Et je salue Pierre Benazet, correspondant de la rédaction à Bruxelles, qui nous a rejoint. Pierre, puisque vous êtes là, première question pour vous. On vient de résumer en images 25 ans de négociations. Je le disais, le sujet est vaste et il ne porte pas que sur l'agriculture. Précisément, si on met de côté quelques instants le volet agriculture, qui est celui le plus épineux, est-ce que c'est un accord théoriquement gagnant-gagnant entre les Européens et les Sud-Américains ? Ah oui, avec sur deux aspects, un aspect économique et un aspect géopolitique. L'aspect économique, effectivement, on l'a bien vu, 25 ans de négociations, un peu en dents de scie, il est vrai, parce que il y a des moments où cet accord était quasiment enterré, des négociations qui ont été longues et ardues pendant très longtemps et qui ont été finalement relancées il y a environ 6 ans qu'on s'est remis à se mettre dans le dur du sujet en quelque sorte et négocier pied à pied des accords commerciaux spécifiquement de libre-échange véritablement entre ces deux grands blocs régionaux que sont le Mercosur d'un côté et l'Union européenne de l'autre. Et effectivement, pour la Commission européenne, elle l'a encore répété hier après les demandes françaises de report, 60 000 entreprises européennes exportent vers le Mercosur. Ce marché gigantesque sera un débouché nouveau, ce qui est important d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue géopolitique, puisque évidemment, on est en train de voir l'effondrement de l'ancien ordre économique mondial totalement remis en cause par les droits de douane instaurés par Donald Trump, les répercussions du manque de débouchés pour la Chine de produits qui se dirigent vers le marché européen. Bref, il fallait absolument, selon la Commission européenne, créer de nouveaux débouchés et, selon elle, le marché, l'accord avec le Mercosur tombe bien. Et puis, il y a l'aspect, effectivement, géopolitique, parce que c'est aussi un moyen de montrer qu'on peut encore, selon la Commission européenne, négocier des accords et qu'un ordre mondial basé sur des règles est à nouveau possible. Voilà, il s'agit effectivement, Caroline de Camaret, de réduire la dépendance au marché chinois, compenser les guerres commerciales lancées par Trump. C'est ça aussi Oui, c'est ça aussi. On se dit, oh là là, on a négocié 15%, c'est pas très très favorable pour nos importations, enfin nos exportations vers les États-Unis. Et là, on serait à des clauses évidemment qui font tomber les droits de douane à 0%. Donc, on serait meilleur ami de l'Amérique du Sud et non plus du Nord. Simplement, c'est vrai que la France, et vous l'avez souligné, demande tout au long de cet exercice à demander pour son agriculteur, ces agriculteurs qui sont très inquiets, même si on l'a dit, finalement le tonnage n'est pas très important. On parle de 99 000 tonnes. J'aimerais bien qu'on n'aille pas trop vite, viande. Caroline, parce que je voudrais qu'on parle de l'agriculture, mais juste dans un premier temps, si on pouvait voir le global, l'intérêt que les Européens voient dans cet accord du Mercosur, ou peut-être avec vous, Christophe. On sait que les Allemands sont très fans de cet accord du Mercosur, notamment pour vendre des voitures. Oui, parce que ce qu'on voit là, on a vu les chiffres apparaître derrière Caroline, 91% des taxes du Mercosur sur les produits européens seraient supprimées et 92% des droits européens sur les produits sud-américains seraient supprimés. Donc c'est la quasi-totalité des droits de douane qui seraient supprimés, alors qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des droits de douane très importants. On parlait des voitures allemandes. Aujourd'hui, c'est 35%. Vous imaginez, ça passera à 0%. Or, si on parle de l'Allemagne encore, le secteur automobile allemand, il est en très grande crise maintenant depuis plusieurs années. Depuis un an, c'est plus de 50 000 emplois qui ont été détruits dans le secteur qui représente quand même 5% du PIB de l'Allemagne. Et si on prend l'industrie dans son ensemble, eh bien, c'est plus de 100 000 emplois qui ont été détruits en un an, près de 300 000 emplois depuis 2019. Donc c'est absolument énorme. Et quand on voit la concurrence, Caroline en parlait, de la Chine, qui exporte à tout va en ce moment vers l'Europe, quand on voit les droits de douane américains, eh bien, effectivement, on cherche de nouveaux débouchés, et passer de 35% de droits de douane à 0% pour les voitures allemandes, et c'est pas rien. Voilà, on pourrait parler aussi de machines, de vins, de spiritueux. Là, ce sont des domaines dans lesquels les producteurs européens voient plutôt d'un très bon œil cet accord. Mais effectivement, Caroline, je vous ai interrompu, mais on va reprendre le fil du sujet épineux et celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la question de l'agriculture. Alors, qu'est-ce que prévoit l'accord sur la question de l'agriculture et pourquoi est-ce que c'est si difficile à accepter du point de vue des agriculteurs ? La Commission européenne
européenne. Elle souligne que les volumes sont très petits, ils ne vont pas changer radicalement le marché. On parle de 99 000 tonnes de viande de bœuf, 180 000 tonnes de viande de volaille, c'est un peu plus la volaille quand même, 180 000 tonnes de sucre, 650 000 tonnes qui seraient exemptées, qui seraient importées donc, de cette Amérique du Sud vers nous, ce qui n'est pas de nature à changer nos niveaux agricoles. En tout cas, si les Français s'en inquiètent, puisque c'est exporté vers nous au niveau de tout le continent européen, soyons clairs, pas pour la seule France. Si les Français s'en inquiètent, la Commission a tenté de les rassurer ces derniers mois avec des fameuses clauses de sauvegarde qui disent que si les marchés sont déséquilibrés dans un sens, 10%, etc., eh bien, on va alors intervenir et faire stopper la mise en œuvre de cet accord. Simplement, ces clauses de sauvegarde, c'est ce qui fait l'objet d'ailleurs d'un vote aujourd'hui au Parlement européen à 12h30. C'est un vote sur cet ensemble de clauses de sauvegarde et peut-être par amendement davantage encore de clauses de sauvegarde. Il faut voir ce qui va sortir de ce vote. Et pourquoi ce vote est tellement intéressant? Parce qu'elle va donner d'ailleurs le sentiment déjà du Parlement européen, des différents groupes. Et puis surtout, finalement, si les eurodéputés vont au-delà, vont vers des clauses de sauvegarde encore plus fortes, peut-être que la France, Paris, qui vraiment traîne des pieds beaucoup, peut-être que l'Italie aussi, la Pologne, la Hongrie qui ont émis des doutes, vont se dire « Ah ben, là, ces clauses de sauvegarde sont suffisantes. » C'est une première hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'au contraire, ils vont changer, modifier tellement le texte par amendement que peut-être qu'au contraire, eh bien, il sera difficile de l'adopter tel quel. Il faudra à nouveau repasser par un round de discussion, ce qu'on appelle un trilogue entre toutes les institutions européennes. Ça va retarder cette mise en œuvre et surtout, le grand moment d'Ursula von der Leyen, qui, vous le disiez, veut aller samedi au Brésil avec un accord clé en main. Mais pour cela, il faut aussi qu'elle en passe par les chefs d'État et de gouvernement jeudi et qu'elle se trouve une majorité, 15 États sur 27, 65%, qui représentent 65% de la population européenne. On va y venir, Caroline, sur le débat au sein des dirigeants européens et notamment sur la position française qui a quelque peu fluctué ces derniers mois. Mathieu Courgeot, bonjour. Merci beaucoup de participer à cette discussion depuis Bruxelles. Vous n'êtes pas loin, je pense, de Pierre Benazet. Vous êtes coprésident du collectif Nourrir, éleveurs de vaches laitières en Vendée, membre de la Confédération paysanne, qui est la troisième force syndicale agricole, elle aussi opposée comme les autres forces syndicales françaises. Là-dessus, vous êtes raccord, même si les modes d'action sont différents, on le verra, opposé aux accords de libre-échange. On le disait que l'accord du Mercosur pour le volet viande bovine concerne des quotas d'importation de 99 000 tonnes de viande chaque année qui bénéficieraient donc de cette exemption de droits de douane, ou en tout cas de droits de douane favorables. 99 000 tonnes comme ça, carcasse comprise, ça paraît beaucoup, mais selon la Commission européenne, c'est 2% de la production européenne et c'est moins que ce que le Mercosur exporte déjà chaque année, je le dis sous couvert de votre propos. Pourquoi est-ce que, une fois qu'on a rappelé ces chiffres, il y a cette opposition de la part des agriculteurs français ? Parce qu'en fait, on conseillerait à la Commission européenne de faire de l'économie agricole. Et dans l'économie agricole, ce qu'on voit, c'est que quelques pourcentages d'augmentation des importations, ça peut faire baisser les prix de façon drastique. C'est ce qu'on connaît depuis de longues années sur plein de filières où quelques pourcentages d'augmentation ou de diminution, ça fait beaucoup bouger les prix. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que effectivement, avec ces tonnages-là, qui s'ajoutent, il faut le préciser, aux autres accords de libre-échange, ça commence à faire des doses d'importation importantes qui risquent de déstabiliser les prix en Europe. Et la réponse de la Commission européenne nous dit « mais vous inquiétez pas, on va mettre une clause de sauvegarde ». Mais le problème, c'est que la clause de sauvegarde, elle va arriver beaucoup trop tard. Elle arrivera quand la crise sera là déjà. On l'a bien vu avec l'Ukraine, par exemple, où il y a eu des clauses de sauvegarde qui ont été mises sur les importations de céréales ukrainiennes en Europe. Et en fait, ça n'a pas marché. Il a fallu, ça a été très compliqué, ça n'a pas marché et ça a suscité beaucoup de colère. Et cette colère-là, on la retrouve aussi chez nous en France. On a en ce moment dans le sud de la France et aussi partout en France des mobilisations très importantes sur les questions sanitaires, la dermatose nodulaire. Mais en fait, ça, c'est l'étincelle. Et c'est un vrai problème, il faut le traiter. Mais le fond du problème, il est aussi sur les questions de prix, les questions de revenus. Et là, on voit bien que quand on s'est mobilisé il y a 2 ans, l'hiver, qu'il y a eu des très fortes mobilisations sur les questions de revenus,
on n'a pas eu de réponse. Et la seule réponse qu'on a, c'est vous inquiétez pas, on va vous donner le Mercosur, qui va encore plomber vos revenus. Oui, voilà, donc ça, c'est strictement inacceptable et ça suscite beaucoup de colère dans les campagnes. Voilà, le contexte, effectivement, mais on l'a rappelé dans le journal, c'est celui d'un mal-être du monde agricole que l'on suit ici en France depuis des années, des difficultés. Là, cette nouvelle crise de la dermatose avec ces critiques de la réponse sanitaire radicale portée par le gouvernement. Christophe Dansette, ce que les agriculteurs français disent, enfin, il n'y a pas que les Français qui le disent, mais c'est que les produits vont arriver des pays du Mercosur à un niveau de compétitivité que les producteurs européens n'arriveront pas à atteindre, c'est ça ? Alors c'est une possibilité, c'est surtout aussi avec des normes de fabrication, des normes qui sont très différentes et un système économique qui est très différent avec des fermes d'exploitation qui sont beaucoup plus grandes du côté de l'Amérique latine que ce qu'on a ici en France, et donc des niveaux de prix qui ne sont pas tout à fait comparables. Mais si on regarde, alors j'entends bien l'argument de dire qu'il y a d'autres accords, mais si on regarde l'accord avec le Canada qui a été signé il n'y a pas si longtemps, le CETA, il y avait eu une forte opposition des agriculteurs et on voit qu'il y a quand même les éleveurs bovins canadiens qui n'ont pas inondé depuis l'entrée en vigueur de cet accord le marché français. C'est pour différentes raisons, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc est-ce que ce sera la même chose pour le Mercosur? On ne sait pas, mais il y a quand même des raisons d'être quand même un peu plus optimiste aussi. Là-dessus, Mathieu Courgeot, sur la jurisprudence du CETA et du fait qu'effectivement il n'y a pas eu un déferlement de viande canadienne sur le marché européen, vous dites que les proportions ne sont pas les mêmes? Alors, je pense que ce ne sera pas le cas sur le Mercosur, très clairement. Et effectivement, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Je rappelle juste que dans le Mercosur, le SMIC au Brésil, par exemple, c'est 1 € de l'heure. Chez nous, c'est 10. On a un rapport de 1 à 10. Et donc là, il n'y a aucune clause miroir qui est prévue là-dessus, par exemple. Sur les pesticides, c'est la même chose. Il y a 3000 pesticides qui sont autorisés au Brésil et il y en a 63% qui sont interdits chez nous. Et là-dessus, il n'y a rien qui est prévu non plus. Et donc, voilà, on voit bien qu'effectivement, ça ne va pas être la même chose. Et encore une fois, on rejette aussi cette idée du libre-échange qui se fait uniquement sur la base de la compétitivité prix des plus grosses fermes, des plus gros industriels. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est une véritable souveraineté alimentaire au niveau européen pour que les produits agricoles ne servent pas de monnaie d'échange aux voitures ou aux Airbus, je ne sais quoi. On a besoin de manger 3 fois par jour. Et donc, on a besoin d'avoir une agriculture relocalisée et qui n'est pas soumise aux désiderata. Sauf que, par exemple, le cas de la France importe, il y a une crise de la production. La France, aujourd'hui, importe, je crois, 30% de la viande qu'elle consomme. Alors ça dépend des filières, c'est très variable. Alors sur la viande de bovin, c'est un peu moins que ça. Sur la viande de volaille, c'est un peu plus. Mais en fait, c'est beaucoup des importations intra-européennes en France. Et en fait, ce qu'on dit nous, c'est qu'au contraire, la situation avec le Mercosur, enfin cet accord de libre-échange, elle va encore aggraver la situation. Et donc on dit oui, la France, l'Europe ont les capacités de produire leur propre alimentation. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui a dit que déléguer notre alimentation est une folie. C'est pourtant exactement ce qu'on est en train de faire. On va revenir sur la position dans la main des autres puissances dans le monde. Et voilà, nous on dit mais en fait c'est pas possible, c'est pas la bonne stratégie ni pour les agriculteurs ni pour l'intérêt général. Sur la question des normes, on vous a retrouvé Pierre Benazet depuis Bruxelles. Mathieu Courgeot rappelait à l'instant que les pays du Mercosur, donc concernés par cet accord de libre-échange, produisent de la viande, les fruits et légumes traités avec des hormones et des pesticides interdits en Europe. C'est établi. Est-ce que le consommateur européen, effectivement, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre, le consommateur européen va consommer de la viande ou des produits végétaux qui ont subi des traitements qui sont interdits aujourd'hui aux agriculteurs et aux éleveurs de l'Union ? Alors, en théorie, non. Ça, c'est ce que dit évidemment la Commission européenne parce que, en matière commerciale, l'exécutif européen, c'est-à-dire le Conseil européen, les 27 États membres, confie à la Commission européenne ce mandat de négociation. La Commission qui négocie, vous l'avez dit, depuis 25 ans, estime aujourd'hui que ça ne serait pas possible à cause des mesures de sauvegarde dont parlait Caroline de Camaret tout à l'heure et des mesures miroirs qui ont été imposées. En fait,
y a un moment politique qui est assez intéressant sur cette question spécifiquement des pesticides, des hormones, des antibiotiques qui sont pour beaucoup interdits dans l'Union européenne. La France en particulier a été extrêmement active ici à Bruxelles, sa représentation permanente à Bruxelles a été extrêmement active pour pousser à l'introduction et à l'adoption de ces mesures de sauvegarde qui devraient être, Caroline de Camaret l'a dit tout à l'heure, renforcées aujourd'hui par le Parlement européen et par les mesures miroirs. Le résultat de ça, quand on écoute la Commission européenne aujourd'hui, et quand on écoutait aussi la France avant le demande de report de dimanche, c'est que des mesures de protection des consommateurs européens et des agriculteurs européens ont été mises en place dans ces protocoles additionnels que sont les mesures de sauvegarde. Après, toute la question est évidemment de savoir si les pays du Mercosur sont à même d'accepter tel quel, ce qui ressemble tout de même fortement à une modification du contrat initial, parce qu'il ne convient pas aux Européens, parce qu'on aurait signé, enfin on n'a pas signé évidemment pour l'instant, on a juste, Ursula von der Leyen était à Montevideo il y a un an, elle a juste paraphé, elle a mis son nom sur un papier, ça n'a aucune valeur légale, mais ce texte qui a été paraphé par Ursula von der Leyen ne convenait pas en réalité aux Européens, qu'ils l'ont fortement modifié avec ces protocoles additionnels que sont les mesures de sauvegarde, les mesures miroirs, les contrôles aux frontières, qui sont faites par exemple pour contrôler s'il y a des résidus de pesticides, parce que par exemple les pesticides qui sont interdits en Europe ne peuvent pas entrer sous forme de résidus dans les produits alimentaires. La Commission, vu l'offensive menée en particulier par la France et par l'Italie aussi, a proposé de mettre en place des mesures de contrôle aux frontières sur les produits à l'importation. Bref, si on écoute la Commission européenne aujourd'hui, les mesures de protection sont à un niveau jamais vu. Après, on sait qu'il y a eu beaucoup d'alertes au Parlement européen, par exemple, sur le manque de contrôle dans les exploitations au Brésil en particulier. Oui, je vous donne la parole dans un instant, Mathieu Courgeot, là-dessus. Caroline, est-ce que l'inquiétude des éleveurs et des agriculteurs français est démesurée par rapport aux garanties que promet la Commission ? Alors, la Commission a fait circuler des chiffres où elle explique qu'elle allait contrôler à la frontière. Attention, elle contrôle le contrôleur. Elle contrôle que les contrôles ont bien été faits. Hein. Ça, elle n'a pas de contrôleur en tant que tel. Hein. Sur de la viande qui est exportée déjà aujourd'hui, enfin importée. Le contrôle à la frontière et le contrôle, en effet, dans les exploitations. Dans les exploitations d'origine, effectivement, c'est une demande de la France. Alors la France, je le disais, elle est en train quand même de faire bouger un peu les lignes, parce que Emmanuel Macron, on a longtemps dit, il n'aura pas de minorité de blocage. On voit quand même qu'il a demandé un report de ce texte, un report de son agrément, ce qui n'est pas du tout son succès à ce stade, l'agenda prévu par Ursula von der Leyen. Elle veut que ça passe au Conseil européen, elle veut que ce soit bouclé pour son arrivée au Brésil. L'Italie dit que peut-être aussi elle est sur le report. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui ont été évoquées en Pologne et en Hongrie, des pays agricoles aussi, et un peu en Irlande. Donc la question maintenant, c'est effectivement, est-ce que Emmanuel Macron va être en mesure, si toutes ces clauses de sauvegarde qui vont être renforcées, on le disait, dans quelques heures par le Parlement européen, ne conviennent toujours pas, le compte n'y est toujours pas, et on le disait, hein, dans son dos, il y a aussi la colère agricole qui monte sur d'autres sujets, à savoir la dermatose par exemple, eh bien s'il va pouvoir avoir une minorité de blocage au Conseil européen avec d'autres pays qui s'opposeraient finalement à ce que cet accord tel qu'il est actuellement soit mené à son terme. Et ça poserait un vrai problème, parce qu'il se peut aussi qu'il ne soit plus du tout désirable de l'autre côté de l'Atlantique, et qu'il ne soit plus du tout désiré s'il est trop modifié, comme on le disait, par les pays d'Amérique latine. Christophe ? Donc je dirais que la position française devient quand même assez faible, parce qu'on parlait de l'Italie. Oui, ça reste un des seuls alliés qui pourrait se joindre à la France, mais c'est pas encore sûr. L'Italie, pour l'instant, n'a pas encore donné sa réponse. Elle a soufflé le chaud et le froid, c'est dingue. Voilà, elle souffle le chaud et le froid. Pour l'instant, on n'a que la Hongrie et la Pologne qui ont clairement dit on votera non aux côtés de la France. Donc ça fait que 3 pays, ça fait pas 65% de la population, et ça fait pas un nombre d'États suffisant. L'Irlande, vous le disiez, apparemment, elle pencherait maintenant pour le oui, donc c'est pas sûr. Et le côté du oui, lui, il est beaucoup plus important, avec des pays importants qu'on disait, qu'on nommait, l'Allemagne
qui fait le front qui fait une grosse pression en ce moment avec son chancelier. Il faut une minorité de blocage, pas une majorité. Une minorité, c'est 35% de la population. Et il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a tous les pays scandinaves, les Pays-Bas, la République tchèque. Ça fait quand même beaucoup de pays maintenant qui penchent pour le oui. Donc c'est quand même la position française, elle devient assez faible sur le sujet. On verra ce que ça va donner d'ici la fin de la semaine. On a parlé, Mathieu Courgeot, de la viande bovine, mais on pourrait évoquer également la question du sucre, celle du riz, celle du miel, celle du soja. Est-ce que... alors, on reviendra sur le sujet politique et des dirigeants, mais est-ce qu'il y a une unanimité dans l'inquiétude chez les agriculteurs de l'Union européenne aujourd'hui ? Ah oui, ça c'est très clair, et c'est un des rares sujets sur lesquels il y a une unanimité agricole, c'est que sur le Mercosur, il y a un rejet franc et massif de l'ensemble des organisations agricoles de l'Union européenne. Et donc ça devrait être en tout cas un signal majeur pour Ursula von der Leyen et les dirigeants européens pour dire non, mais en fait cet accord vieux de 25 ans, il n'a plus aucun sens aujourd'hui. Quand on parlait des pesticides pour l'instant, il y a l'interdiction de pesticides chez nous et c'est une très bonne chose. Nous, on le revendique parce que ce sont des molécules dangereuses, mais par contre, il n'y a pas de clause miroir pour dire qu'il va y avoir l'interdiction d'importer des produits traités avec ces pesticides dans le Mercosur. En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et j'insiste là-dessus. Et il y a une vague promesse de peut-être mettre en place d'ici l'été prochain des choses, mais c'est que du papier. Pour l'instant, on n'a aucune garantie là-dessus. C'est la première chose. Et deuxième chose, je rappelle encore que le coût du travail n'a absolument rien à voir. Il y a des rapports de 1 à 10 entre l'Union européenne et le Mercosur. Et en fait, le gros facteur de distorsion de concurrence, il est aussi celui-là. Et là, personne n'en parle parce que les accords de libre-échange, ça a justement pour but de faire baisser le coût du travail au niveau international, de prendre les acteurs les plus compétitifs. Et qu'est-ce qu'on dit du droit des paysans à avoir un revenu digne? Qu'est-ce qu'on dit du droit des salariés à avoir un salaire digne? Rien. Et donc, est-ce que la technique derrière, est-ce que la stratégie, c'est d'aligner le SMIC français sur le SMIC brésilien? Nous, on trouve que c'est pas une bonne idée, très clairement. Et peut-être, juste pour finir quand même sur Emmanuel Macron, nous, on a un vrai problème avec la stratégie d'Emmanuel Macron. Il a des revirements de positionnement toutes les 3 jours. Je reprécise en fait, les revirements. Je reprécise pour ceux qui n'ont pas suivi Mathieu Courgeot et je vous redonne la parole dans un instant. Donc, il était plutôt dans le camp des opposants au traité du Mercosur. Au moment de la COP au Brésil, il a évoqué des signaux positifs et là, ça a déclenché toute une volée de bois vert contre lui de la part du milieu agricole. Là, en début de semaine, il a demandé ce report disant que les conditions françaises n'étaient pas remplies. Voilà, pour vous, c'est illisible ? Oui, complètement. Effectivement, au début, il a dit non. Après, il a dit non en l'état. Après, il a dit oui, mais sous condition. Et puis là, maintenant, il dit oui, mais plus tard. Et donc, nous, on est vraiment... Enfin, ça fragilise la France, ce changement de position récurrent. Et donc, nous, on se demande, on lui demande depuis des mois et des mois d'avoir une position claire sur le sujet, qui est un non. On ne signera pas cet accord. Et que les ministres aillent faire du porte-à-porte dans les différents Européens pour convaincre leurs homologues. Il y a un espace pour le faire. Il peut, Caroline, ne pas signer Emmanuel Macron il peut dire non. Il peut dire non. Seul, il a pas. Oui, il peut. Théoriquement, il peut dire non, mais ça ne sert à rien. Ça sert tout seul. Il faut une minorité de blocage. Là, pour le coup, il n'y a pas de veto possible sur les. Donc, si l'Italie lâche, si la Hongrie lâche, voilà. Ça sera inefficace. Est-ce qu'on peut, alors que c'est le premier pays agricole, se passer complètement de la voie de la France politiquement? Est-ce qu'il a encore un poids suffisant? Effectivement, il a été affaibli par le fait qu'il y a un gouvernement qui n'a pas adopté de budget, etc. C'est une vraie question. Moi, je voudrais quand même aller dans le sens de votre invité. C'est vrai que, en fait, cette crise agricole qui va déclencher des grandes manifs, qui en déclenche en ce moment en France énormément, vous avez suivi bien sûr, et à Strasbourg au moment de ce vote, justement sur les clauses de sauvegarde. Il y en aura une aussi à Bruxelles qui est prévenue au début du sommet. Donc, une à Liège, je crois, de la Confédération. Le jeudi 18. Tout ça, c'est dans une inquiétude plus globale autour de la politique agricole commune et justement qui a beaucoup aidé ce monde agricole à survivre en tout cas. Et ce budget de la PAC, il est mis en cause parce que la PAC bénéficie de 386 milliards d'euros pour la période 2021-2027, c'est-à-dire qu'elle représente 40% du budget de l'Union européenne. C'est énorme, mais à partir de 2028... C'est le premier poste de dépenses de l'Union. C'est le premier poste de dépenses jusqu'à maintenant et en compétition avec une politique de cohésion entre les régions. Donc. Mais
à partir de 2028, eh bien justement, on va fusionner ces deux politiques et donc il y aura une coupe de près de 20%. Donc les agriculteurs se disent non seulement, voilà, on laisse un peu entrer les loups dans la bergerie à travers des accords de commerce qui ne sont pas forcément à l'avantage de l'agriculture. D'ailleurs, on sacrifie l'agriculture, c'est un peu le discours qu'on entend, au profit de l'industrie, parce que ce qu'on exporte, c'est essentiellement industriel. Mais en plus, on ne garantit pas qu'à l'avenir, eh bien, cette politique agricole commune qui a permis à des pays très agricoles comme la France, la Roumanie, la Pologne, même l'Allemagne, qui en bénéficie beaucoup, etc., de maintenir une vraie agriculture et une autosuffisance européenne, eh bien, on n'est pas déterminé à la soutenir dans le long terme. Et dans le prochain budget, on va privilégier la question de la compétitivité, donc encore de l'industrie, etc., à ce budget ou cette enveloppe de l'agriculture qui sera fusionnée avec les régions et la solidarité. Christophe ? Oui, vous avez raison, Caroline. Ce jeudi et ce vendredi au sommet européen figurent à l'ordre du jour ces discussions budgétaires pour le prochain budget pluriannuel, c'est-à-dire des années 2028 à 2033, si je ne me trompe pas, pour les 5 ans suivants. Et effectivement, les agriculteurs pourraient être les grands perdants parce que si on prend la France, aujourd'hui, elle reçoit 65 milliards d'euros. Ça pourrait tomber de la politique agricole commune. Ça pourrait tomber à 51, donc 14 milliards d'euros en moins, alors qu'il y a eu l'inflation, alors que les prix ont augmenté de toutes parts. Donc ça fait quand même une enveloppe en moins. Et là, on comprend la colère agricole et pourquoi ils vont aller manifester ce jeudi à Bruxelles. À Bruxelles, mais aussi à Liège, parce que je le disais, c'est compliqué, les syndicats agricoles ici en France, d'ailleurs un peu partout en Europe. Il n'y a pas toujours Enfin, ils sont d'accord, ils sont tous opposés à cet accord, mais pas sur l'endroit où manifester jeudi. Pierre Benazet, est-ce qu'on vous a retrouvé ? Vous m'entendez, Pierre ? Je suis là. Comment est-ce qu'à Bruxelles, on lit les fluctuations de la présidence française vis-à-vis de cet accord de libre-échange Mercosur-Union ? Il y a deux aspects. C'est d'une part le fait que cet accord avec le Mercosur a été totalement écarté au moment où Jair Bolsonaro était président au Brésil. Ça a été relativement clair pour tout le monde. C'était un moment politique où il y avait une véritable unité parmi les 27, à savoir repousser l'accord avec le Mercosur. C'était politiquement forcément la bonne solution au vu, par exemple, ne serait-ce que pour parler de ça, des déforestations galopantes qui ont été entièrement poussées et activées au temps où Bolsonaro était président. Ça a beaucoup changé à partir du moment où Lula est revenu au pouvoir. On a vu d'abord, en particulier, et c'est toujours eux aujourd'hui qui mènent l'offensive en faveur de cet accord, on a vu revenir à l'époque Olaf Scholz, chancelier allemand, au Brésil pour pour pousser les feux sous cet accord du Mercosur, estimant qu'il était temps de revenir vers une négociation, alors que l'Allemagne avait, avant même la France, décidé de tirer le tapis sous l'accord Mercosur au moment de l'arrivée de Bolsonaro au Brésil. Bref, on a eu cette négociation interne aux Européens, un peu en dents de scie, il faut bien le dire, sur cette façon qu'ils ont eu de soutenir ou pas l'accord avec le Mercosur. La Commission européenne n'a jamais eu de modification de son mandat, en réalité, puisqu'il y a juste eu un arrêt des négociations qui ont repris sur la même base par la suite. Et après, effectivement, les Français ont cherché, on en parlait à l'instant, à créer ce mouvement diplomatique au sein de l'Union européenne, convaincre le plus grand nombre de pays membres possible de venir avec la France contre cet accord du Mercosur. Et très clairement, ça n'a jamais véritablement fonctionné. On voit aujourd'hui que pour la création de la minorité de blocage, tout dépend de la position de l'Italie. Si l'Italie s'aligne sur la France, ou même si elle s'abstient, on pourrait parvenir à la minorité de blocage, puisqu'il y a apparemment pour l'instant 4 pays, dont l'Autriche et l'Irlande, qui sont défavorables à l'accord du Mercosur tel qu'il est. On pourrait effectivement arriver à satisfaire la demande française d'un report, mais en réalité, on a bien senti que ce travail diplomatique, il a été compliqué pour les Français et qu'ils ont fini par choisir
le mode de fonctionnement qui a dominé jusqu'à dimanche, à savoir essayer le plus possible d'imposer ces mesures de sauvegarde, d'imposer des contrôles aux frontières, d'imposer des mesures miroirs, bref, de modifier les protocoles additionnels de façon à ce que l'accord de Mercosur soit le moins insatisfaisant possible, puisque l'aspect diplomatique de conviction au sein des 27 ne fonctionnait pas assez bien. C'est l'échec, ouais. On sent quand même que le sommet européen risque de se prolonger. Je suis désolée pour vous, et Pierre et Caroline, à quelques jours des fêtes de fin d'année. D'un mot, oui, le risque environnemental, c'était aussi l'un des sujets de contestation. On a cet accord du Mercosur, plus de production et notamment bovine, ça peut vouloir dire plus de destruction des écosystèmes. Qu'est-ce que, Caroline, l'agriculture française et qu'est-ce que le contexte politique ici en France rend plus incompatible le cas de l'Hexagone avec cet accord du Mercosur? Alors déjà, c'est vrai que la France, on le disait, elle est dans cette crise de la dermatose et qui effectivement, peut-être que c'est aussi une façon pour Emmanuel Macron de détourner un petit peu le regard. On dit souvent que les Français et les autres ont eu tendance à toujours regarder vers Bruxelles quand il y avait des problèmes et d'ailleurs essayer de faire tourner le peuple français vers Bruxelles. Ça marche un peu là dans ce contexte où finalement c'est la gestion de la crise de la dermatose qui est véritablement un pic de mobilisation chez les agriculteurs français. Mais on va voir qu'à Bruxelles, il y aura beaucoup de Français et la délégation française sera pléthorique parce que précisément, cette problématique, elle rejoint d'autres problématiques comme la PAC moins bien fournie ou encore la question importante du Mercosur. Et il faut savoir que cet accord du Mercosur, il a été négocié par la Commission puisqu'elle a un mandat exclusif de négociation avec les pays du Mercosur, au moment où la Commission mettait aussi sur pied des mesures très contraignantes, des mesures agricoles écologiques très contraignantes pour les agriculteurs. Et ça, c'est important à comprendre parce que c'est ce double mouvement qui ne convient pas justement. C'est que on a moins de normes pour finalement toute l'agriculture qui vient de l'étranger. Et puis, on renforce les normes. Il y a eu d'ailleurs une utilisation politique de cette colère agricole pour lutter contre les mesures de verdissement agricole. Le Parti populaire européen, qui est le grand parti en tête dans l'hémicycle et qui est nettement en tête aussi au niveau des chefs d'État et de gouvernement, il a beaucoup voté avec l'extrême droite dans l'hémicycle pour diminuer finalement les contraintes écologiques pour les agriculteurs, la flexibilité pour les zones d'intérêt écologique, supprimer la vigilance dans toutes les filières, notamment est-ce qu'on nourrit ces bêtes avec des OMG qui sont importés, la déforestation, on ne veut plus de la loi sur la déforestation parce que c'est trop contraignant aussi à l'intérieur et à l'extérieur, on la voudrait en revanche. Bref, la création d'un nouveau type d'OGM, tout ça, c'est un agenda qui a été très politique, qui a été finalement très visible, avec des votes, je le disais, de la droite contre de nouvelles contraintes pour les agriculteurs, qui demandent de la simplification. Alors la PAC, elle a besoin d'être simplifiée, c'est très difficile de remplir les dossiers de la PAC, c'est indéniable pour les agriculteurs, mais si simplification, ça veut dire dérégulation à outrance, façon Donald Trump, j'ai envie de dire, c'est un autre débat, et on voit aussi cette politisation aussi et cette utilisation du monde agricole dans un combat très politique pour ou contre les mesures environnementales à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a un contexte politique ici en France, bien sûr, Christophe. Oui, il y a ce contexte politique. Il faut se rappeler de cette crise agricole qu'on a eue il y a 2 ans, tout juste, au mois de janvier 2024, avec ce salon de l'agriculture qui avait été, dont l'ouverture avait été retardée de quelques heures parce que Emmanuel Macron avait du mal à passer. On se rappelle de la négociation parce qu'il y avait cette colère et ce mal-être agricole et qui existe, qui est clair parce que ce secteur de l'agriculture qui en France représente un peu plus de 1%, 1,4% je crois, du PIB, il est depuis quelques années en perte. On a vu 30% des exploitations d'élevage par exemple en moins en 10 ans, 5 millions de bêtes en moins. Il y avait 20 millions de bêtes il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 15 millions de bovins. Donc c'est un secteur où on voit des fermes qui ferment, on voit des
des jeunes qui n'ont pas envie de prendre la succession de leurs enfants et la de santé leurs mentale parents. des agriculteurs aussi qui va déclinante. Voilà, et on comprend pourquoi, parce que les revenus sont en baisse, parce qu'il y a quand même plus de 20% des éleveurs, parce qu'on parle des éleveurs qui aujourd'hui vivent dans la pauvreté, qui sont parfois obligés d'avoir un deuxième métier pour pouvoir faire vivre cette exploitation. On ne peut pas prendre de vacances, c'est un métier extrêmement dur et qui est extrêmement difficile. Donc on comprend d'où on vient et on voit ce poids de ces manifestations qui ont eu lieu en janvier 2024. Aujourd'hui, le gouvernement, il a peur de revivre la même chose. Il y a cette crise sanitaire, mais qui pourrait déboucher sur autre chose. Et on est dans une perspective, dans une situation politique où on est en train de voter le budget d'une part, on est d'autre part face à des élections municipales qui vont arriver, et puis bientôt la présidentielle. Donc tout ça, c'est très politique. Mathieu, je voudrais donner la parole à Mathieu Courgeot. Caroline, j'imagine bien sûr que ce que vient de dire Christophe Dansette et les chiffres qu'il a rappelés sur les difficultés du milieu, les fermetures d'exploitation, la santé mentale des agriculteurs également. Il y a quelque chose d'assez contradictoire en réalité ici en France, les difficultés de ce secteur et à la fois l'attachement à la force quasi symbolique que représente ce monde de l'agriculture du point de vue des Français. C'est en ça aussi que chaque crise agricole est surveillée, si j'ose dire, comme le lait sur le feu par les autorités. Mathieu Courgeot, car les Français sont très attachés à leurs agriculteurs et vous avez ces difficultés-là et donc il y a cette ligne de crête sur laquelle il faut fonctionner en permanence. Oui, effectivement. Alors après, moi, je crois qu'il faut faire attention non plus à pas avoir une vision trop misérabiliste des agriculteurs. Hein. Je crois qu'effectivement, il y a des conditions d'exercice du métier qui sont compliquées. Moi, je vois sur ma ferme, par exemple, on a eu la fièvre catarrhale ovine qui a touché nos vaches. On a eu des crises climatiques qui s'ajoutent. Moi, je suis en agriculture biologique. On a eu la crise du lait bio qui est encore en cours. Et donc, effectivement, il y a des difficultés. Mais on est quand même fiers de faire ce métier-là parce qu'il a du sens, parce qu'il permet de nourrir les gens 3 fois par jour, parce qu'il permet d'entretenir nos territoires, parce que voilà, c'est un métier dont on est vraiment très fiers. Et donc, c'est un métier d'intérêt général. On a tous besoin de manger 3 fois par jour, même si malheureusement il y a une partie de la population qui n'y parvient pas pour cause de pauvreté. Et donc, on a vraiment besoin de réponses politiques à la hauteur. Et sur le cas du Mercosur, pour revenir à Céline Pleur, nous on a vraiment l'impression que la Commission européenne, elle est restée bloquée il y a 10 ans en fait, et qu'aujourd'hui on a eu le Covid qui a mis sous pression les chaînes alimentaires, on a eu l'Ukraine qui a provoqué une grasse crise, on a les taxes Trump, on a la crise climatique qui s'aggrave, on a les crises sanitaires, et ce dont on a besoin, c'est vraiment d'avoir une véritable politique à la fois nationale et européenne qui renforce l'autonomie stratégique du continent en fait. Et ça, on a besoin effectivement d'arrêter les accords de libre-échange parce que clairement c'est pas la solution. On a besoin aussi d'une politique agricole forte qui, en premier lieu, on insiste là-dessus, permette de réguler les marchés agricoles. Réguler les marchés agricoles, ça veut dire faire en sorte que les agriculteurs, nous touchions des prix qui soient justes et stables, qui couvrent nos coûts de production. Et ça, c'est essentiel et c'est incompatible, strictement incompatible avec les accords de libre-échange. Ça veut dire, pardon, ça, pour faire en sorte que, je me permets juste de finir là-dessus, j'en ai pas pour longtemps, ça permet en fait de libérer de l'argent. Vous avez parlé de 388 milliards d'euros à l'échelon européen sur 7 ans, c'est vrai. Et ça permet de libérer cet argent avec des prix justes et stables pour justement mettre de l'argent sur la transition des systèmes agricoles vers plus d'environnement et aussi vers le renouvellement des générations agricoles. Il y a 200 fermes qui ferment leurs portes par semaine en France et ça, c'est inacceptable. Et donc, si on veut produire aujourd'hui et produire demain, il nous faut réunir l'ensemble de ces conditions pour pouvoir faire en sorte que les agriculteurs sortent la tête de l'eau et retrouvent de la fierté à exercer ce métier. Mathieu Courgeot, juste d'un mot, si je comprends bien, quelles que soient les clauses de sauvegarde qui seront votées tout à l'heure, des compromis d'ici de là, pour vous, c'est tout ou rien. Enfin, c'est tout rien et il n'y a pas d'une version de l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui pourrait faire l'objet d'un compromis qui serait acceptable. Non, clairement non, non, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on sera mobilisé. Vous l'avez dit à Liège avec les autres syndicats agricoles européens qui sont les homologues de la Confédération paysanne pour dire à la fois non à cet accord du Mercosur, oui à une PAC qui régule les marchés et avec du budget pour nous accompagner dans la transition, et non aussi à la dérégulation. On insiste beaucoup là-dessus. Votre collègue l'a rappelé. Nous sommes contre la dérégulation sur les pesticides par exemple parce que ça met notre santé à nous agriculteurs en danger et ça
compromet notre capacité à nourrir la population demain. Caroline, là, on est dans un blocage complet. La Commission ne semble pas encline à entendre ce que portent Mathieu Courgeot et ses confrères. Oui, on comprend bien qu'il y a des manifestations ensemble, mais il y a aussi deux types d'agriculture. L'agriculture familiale, qui est un modèle, effectivement, confédération paysanne, qui est le bio, etc., d'un côté, qui, au contraire, voudrait que ce plan de mise en place, quand même, d'une structure, d'une agriculture plus propre, etc., soit véritablement prolongé et non pas arrêté, comme il l'est parfois au cours de votes au Parlement européen. Et puis la grande agriculture plus intensive, type FNSEA, etc. Tous les deux sont d'ailleurs dans un seul même syndicat, ce qui est compliqué parce que c'est un peu schizophrène, qui, elle, dit on a trop de contraintes, simplifions, dérégulons, etc. Et donc ça, c'est important. Mais ce que je note quand même, c'est très important de comprendre que les agriculteurs sont un peu dans l'obligation de manifester parce qu'ils ont en position de faiblesse. Sur 450 millions d'habitants que compte l'Union européenne, il y a à peine 9 millions d'agriculteurs. C'est très peu et donc ils ont l'impression que leur voix ne porte pas suffisamment et surtout, ils ont l'impression que finalement, on est en train de s'imposer plein de contraintes, de faire plein d'accords, etc. Au moment où, en effet, la guerre en Ukraine et peut-être même le Covid nous ont appris qu'il fallait être autosuffisant coûte que coûte et que l'autosuffisance, c'était une vraie valeur et que eux peuvent d'ailleurs avoir la possibilité de perpétuer cette autosuffisance européenne qui est bien réelle. D'ailleurs, on exporte, après la question de l'exportation est un autre débat, mais on est même un continent exportateur. Et donc voilà, cette voix qui porte peu et qui voudrait souligner aussi l'importance dans cet environnement géopolitique de l'autosuffisance. Il y a une contradiction apparente là que la Commission aujourd'hui assume. Pierre Benazet, comment est-ce qu'elle elle défend cet accord sur le volet de l'agriculture ? Sur le volet de l'agriculture, elle affirme que les agriculteurs, l'industrie agroalimentaire européenne exporte 60 à 70 milliards d'excédents commerciaux vers le continent sud-américain et que donc l'accord avec le Mercosur ne fera que renforcer la position de force des Européens, que les mesures de sauvegarde sont prêtes, que l'Europe est prête à se défendre contre des produits qui ne seraient pas aux normes. Bref, des arguments. Et puis aussi cet argument géopolitique dont on parlait tout à l'heure. Économiquement, c'est important. Géopolitiquement, c'est important. Mais effectivement, la partie agricole de cet accord, il reflète bien l'évolution de l'Union européenne qui, dans les années 80, consacrait plus de 70% de son budget à la PAC. Aujourd'hui, c'est 24,6%. On sent bien que ça n'est plus la priorité première. On a rajouté un nombre de missions considérable à l'Union européenne et à la Commission en particulier. Et finalement, le volet agricole n'est plus défendu autant bec et ongle que ça a été par le passé. Les dernières grandes prises d'armes, dernières grandes passes d'armes sur le volet agricole entre Européens, ça a été essentiellement à l'époque où Jacques Chirac était encore président de la République. Donc ça commence à remonter au traité de Nice. Donc c'est plus très récent. Jacques Chirac était sans doute plus populaire auprès des agriculteurs que ne l'est Emmanuel Macron aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Merci Mathieu Courgeot. On a entendu votre inquiétude, mobilisation donc à venir jeudi du côté de Liège. Il y aura aussi des grands rassemblements à Bruxelles. On l'a dit, la fin de semaine promet d'être assez tendue dans la capitale de l'Union européenne, l'une des capitales. On n'oublie pas Strasbourg avec le vote à 12h30 tout à l'heure. Caroline, vous le commenterez tout à l'heure sur l'antenne de France 24. Merci encore. Émission à revoir en replay. Nous, on se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.